La décision de la COPA d'hier de lever la suspension de la participation de ses représentants à l'Assemblée nationale, à la CENI et ses démembrements à la une de l'actualité. Réaction dans ce journal de la mouvance présidentielle et le décryptage du sociopolitologue Souley Agi. 40 lutteurs nigériens bientôt en formation, et cela grâce à l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité en collaboration avec la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Je l'ai annoncé dans les titres, les partis politiques de l'opposition réunis au sein de la COPA ont, comme vous le savez, rendu public hier une déclaration. Dans celle-ci, la COPA décide de lever la suspension à la participation de ses représentants à l'Assemblée nationale, à la CENI et ses démembrements. Et pourtant, la COPA a récemment décidé de ne pas reconnaître les institutions issues des élections présidentielles et législatives de février et mars dernier. Comme il fallait s'y attendre, la décision d'hier de la COPA a suscité des réactions, dont celle du parti présidentiel. Le reportage avec Michel Deji. Dans le souci de limiter les dégâts d'une gouvernance chaotique et malgré le détournement du suffrage des électeurs, la COPA, suffisamment préoccupée par la situation d'électeurs de notre pays sur les plans politiques, économiques, social et culturel, décide 1. de mettre fin à la suspension de la participation de ses représentants à l'Assemblée nationale, à la CENI et ses démembrements. Au niveau des partis au pouvoir et principalement au PNDS, Tareya, l'on se réjouit de cette décision qui est finalement tombée. Je pense que là, l'opposition est en train de retrouver le chemin de la raison. Du reste, nous avons toujours voulu à ce que l'opposition joue de façon responsable le rôle que la Constitution lui donne. Nous sommes dans un régime démocratique. Aujourd'hui, les élections sont derrière nous. On attend de l'opposition qu'elle se comporte de façon constructive. Et il faut reconnaître les institutions. Et même dans le cadre du débat démocratique, il est préférable que cela se fasse à l'Assemblée nationale et dans les autres institutions dans lesquelles il doit y avoir le débat démocratique. Donc c'est cela qu'on attend d'une véritable opposition. Et je pense que là, elle est peut-être sur le bon chemin. Et par rapport aux défis qui se posent à notre pays, il est essentiel que nous puissions taire nos querelles et que nous puissions nous mettre au travail. Tout n'est pas cependant terminé pour la COPA qui a appelé dans la même déclaration toutes les forces qui croient à la démocratie, à l'état de droit et à la République pour conjuguer leurs efforts afin de mettre fin de manière démocratique à ce régime liberticide et illégitime. Fin de citation. Et aujourd'hui, ils sont d'accord pour prendre leur place à l'Assemblée nationale et dans les autres institutions. Ça veut dire que on ne peut pas parler d'illégitimité. Si c'est illégitime, ça veut dire qu'on est tous illégitimes. Donc, quand on nous dit le régime est illégitime, qu'il y a la dictature en pente, il y a ceci, cela, je pense que ça, c'est des histoires. C'est la surenchère verbale à laquelle l'opposition nous a habitués. On ne va pas se laisser divertir par ce genre de propos. Dans tous les cas, si les gens savent que c'était vraiment un régime qui n'était pas démocratique, ils n'auraient même pas eu la possibilité de tenir les propos qu'ils ont l'habitude de tenir. En attendant une normalisation de la situation, la question qui reste posée est celle de la libération immédiate de tous les détenus de la COPA 2016, parmi lesquels figurent des députés de cette deuxième législature de la 7e République. La décision de la COPA d'hier est fatale. C'est la principale conclusion de l'analyse du sociopolitologue Souley Agi que je propose de suivre. Il s'agit certainement d'une position de la base parlementaire fatiguée de faire la politique de la chaise vide dans la mesure où l'élection parlementaire a un coût, c'est un investissement très lourd. Donc ces députés, les nouveaux élus, ont justement raison de vouloir retourner à l'hémicycle pour pouvoir jouir des positions de pouvoir, donc des prébendes liées à leur position de député, et surtout que la situation économique et financière n'est pas forcément des plus agréables.
Donc il y a certainement donc, la pression donc, des députés nouvellement élus qui a forcé donc, la main à la COPA pour que celle-ci puisse décider de retourner donc, à l'hémicycle. Cela d'autant plus que la grogne donc, de ces députés peut à court ou à moyen terme tendre à une certaine division, à une désertion parfois des rangs donc, de la COPA, donc à fragiliser cette institution et donc à ne plus la mettre en position de pouvoir s'opposer légalement, loyalement, fortement donc, au pouvoir. Donc il y a une stratégie en fait de minimisation des risques de la part de la COPA, de minimiser les risques de division, de désertion, d'éclatement, pour ne pas avoir une coquille vide à moyen terme, et la maximisation des bénéfices, en sens où elle aura besoin justement des parlementaires pour pouvoir perdurer dans l'opposition, pour pouvoir défendre les députés notamment qui sont encore emprisonnés, donc pour pouvoir en fait avoir un statut d'opposant. Donc dans les deux cas, donc, le moindre mal serait pour elle de retourner à l'hémicycle, sinon le risque est encore plus grand si elle restait dehors. Vous pensez que la lutte va pouvoir être gagnée? La lutte sera menée sur le plan non parlementaire et non plus forcément dans la rue, parce que l'opposition politique s'entend généralement une opposition qui soit populaire. Par rapport toujours à la situation socio-politique de notre pays, les dirigeants du collectif Résistance citoyenne ont animé cet après-midi un point de presse. Les préparatifs de la marche suivie du meeting du 24 avril 2016 ont été apportés par les différents intervenants. Le compte rendu de Nasser Dantofo. 2 points sont au centre de cette déclaration du collectif Résistance citoyenne. Le premier est relatif au choix de la date de la marche suivie de meeting du dimanche 24 avril prochain. Nous avions tous entendu les faucons et les turféraires du pouvoir illégal et illégitime du sieur Issifou Mahamadou clamer ici et là que notre manifestation est une commande de la COPA et que le choix de la date du 24 avril pour marcher serait une entrave à la journée de la Concorde. Pour le collectif, s'agissant du choix de la date du 24 avril, c'est un choix mûrement réfléchi et qui exprime notre engagement résolu de rétablir cette date mémorable dans toutes ses vertus. En effet, depuis la fameuse formation du soi-disant gouvernement d'union nationale et dans le seul but de conserver à tout prix le pouvoir, l'ex-président de la République, aujourd'hui usurpateur du pouvoir, avait sémé et fait s'aimer la division dans toutes les sphères de la vie organisationnelle, y compris au sein de l'armée, de la chefferie traditionnelle, pourtant institution de valeur et d'incarnation de la paix et de l'unité nationale. Ainsi donc, le choix de cette date pour restaurer la démocratie est un choix salutaire. Dans le deuxième point, le collectif est revenu sur la décision de la COPA 2016 qui, dans sa déclaration, a demandé à ses élus de regagner les différentes institutions. La COPA a, dans une déclaration rendue publique hier dimanche 17 avril 2016, a demandé à ses militants élus de la mascarade électorale du 21 février dernier de reprendre leur siège au sein de l'Assemblée Balsa, confirmant ainsi ce que nous avons relevé dans notre dernière déclaration passée en soulignant avec assurance que la posture dictatoriale du sieur Issifou Mahamadou n'est que la conséquence logique de la démission et de l'irresponsabilité notoire de l'opposition politique qui n'a jamais su jouer son rôle constitutionnel de contre-pouvoir. Aujourd'hui, les masques sont donc tombés et l'histoire nous en donne raison. La jeunesse doit s'en convaincre définitivement de l'échec de la classe politique, toutes tendances confondues. C'est pourquoi cet échec de la classe politique est l'ultime opportunité pour la jeunesse de se mobiliser et de se battre jusqu'au sacrifice ultime afin de restaurer la vraie démocratie citoyenne. La seule préoccupation de cette vieille classe politique se résume au partage du gâteau au détriment du peuple souverain, comme en atteste l'augmentation du train de vie de l'État au moment où tous les indicateurs sociaux sont au rouge.
Le collectif Résistance Citoyenne a également condamné l'annulation répétitive des concours à la fonction publique, dont le dernier en date est celui des agents de la santé. Autre aspect de cette édition d'information, l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité en collaboration avec la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle et la Société nigérienne de sécurité a décidé de former 40 lutteurs afin de les sauver du désœuvrement. Le point de cette cérémonie de ce matin avec Alice Ibrahim. La lutte traditionnelle est l'un des sports auxquels les autorités accordent plus d'importance. Ainsi, les lutteurs nigériens sont à la une lors du championnat national de lutte traditionnelle. Ce moment, une fois passé, les lutteurs se retrouvent désœuvrés. Aussi, pour remédier à cette situation, l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité a décidé d'accueillir 40 lutteurs qui seront formés, comme le précise le promoteur de l'EFO-Primes, Yassine Diallo. C'est en ce sens que le président de la FENILUT a exposé son souci de trouver un cadre d'insertion professionnelle à ces lutteurs. Et j'ai trouvé l'idée extrêmement noble puisque, de mémoire, je ne me souviens pas d'avoir vu un président, que ce soit au Niger ou ailleurs, s'inquiéter du devenir des lutteurs. Et Dieu seul sait qu'il y en a. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner ces professionnels, parce que ce sont des professionnels de la sécurité quelque part, à maîtriser d'autres outils que nous employons dans les métiers de la sécurité afin qu'ils puissent parfaire leur technique et retourner valablement dans chacune de leurs régions, pouvoir exercer noblement, pouvoir prendre en charge leur famille. Pour sa part, le directeur technique de la Société nigérienne de sécurité, Moussa Issifou, n'a pas manqué de relever l'utilité d'une telle initiative. Je commencerai d'abord par vraiment remercier l'initiative qu'ont eu les deux personnalités ici présentes, le président de la FENILUT et le directeur général, le fondateur de l'EFO-Primes, en ayant l'idée d'impliquer les lutteurs, de leur donner une chance de pouvoir évoluer en dehors du cadre de la lutte, en les formant ici à l'EFO-Primes et en donnant la chance à SNS et à ces lutteurs-là de travailler ensemble, de porter la tenue de la SNS, parce que la SNS est un peu partout dans le Niger, elle évolue partout, elle sécurise des clients nationaux et étrangers à Niamey comme à l'intérieur du pays. Ça veut dire qu'après leur formation, ces lutteurs-là seront habillés en tenue SNS et auront le choix de travailler là où ils voudraient. Quant au président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, Abouba Ganda, il a mis l'accent sur le bénéfice que peuvent tirer les lutteurs. Mon rêve s'est réalisé. Et toute cette manifestation que je dirais importante, c'est grâce à, même si le directeur général de la société SNS dit que c'est à cause de moi, non, c'est à cause de lui. Certes, j'ai fait les démarches, mais sans son accord, ça ne pourra pas se réaliser aussi. Cette initiative qui conjugue les efforts de l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité, de la FENILUT et la Société nigérienne de sécurité est à féliciter. Ce d'autant plus qu'elle permettra aux lutteurs sélectionnés d'avoir un emploi une fois leur formation achevée. Un volet reportage dans cette édition d'information. Niamey a enregistré il y a une dizaine de jours une forte pluie, une précipitation qui a amené les paysans à se rendre au champ pour effectuer des semis. Alors, quel est l'état d'avancement de ces semis? Et notre reporter Nafisa Zakou s'est intéressé à cette question. Suivons son reportage. La ville de Niamey a enregistré dans la soirée du 8 avril dernier une forte pluie de 31 mm. Cette pluie a fait croire à plusieurs paysans que c'est le début de la campagne agricole. Certes, ils ont sémé, les semis ont poussé, mais jusqu'à quand vont-ils résister? L'essentiel du pays est encore sur l'armatan. Donc c'est le coup de vent, c'est la poussière. Actuellement, on a la poussière amenée habilement. Et également à Niamey, Niamey c'est un peu endémique, c'est lié à l'activité de la ville. Donc la circulation est intense, les chantiers, les latérites. Donc voilà la situation. Mais jusqu'à présent, donc, on a le front de va encore baisser. Donc on ne peut pas s'attendre, disons, dans 24 heures, 48 heures comme ça, à d'autres précipitations. Et même la nature de ces précipitations, il faut les préciser, et ce sont ce qu'on a appelé des précipitations localisées.
Donc, en dehors de Niamey, il n'y a pas une localité qui a réussi à rentrer et une pluviométrie de cet ordre-là. Il y avait Kony qui avait 5 mm, 6 mm, voyez-vous. Donc, c'est une cellule vraiment isolée qui a intéressé vraiment la communauté urbaine essentiellement de Niamey et qui a réussi ces précipitations. Une fois fini, voilà, aujourd'hui, on est pratiquement à plus d'une semaine sans précipitation. Et cette situation va se maintenir encore quelques jours. Après 10 jours de cette pluie, aucune précipitation n'a été enregistrée à Niamey. Le constat est amer, d'où cet appel du météorologue. C'est généralement des périodes de soudure. Les paysans n'ont pas beaucoup à manger. Et voilà, les semis là, et ils partent encore les perdre, des tonnes de semis au niveau national, qui sont perdus pour rien. Donc, s'il y a un encadrement, c'est vraiment un temps pour préparer les champs, mais pas pour faire des semis. Donc, on aura évité beaucoup de choses si on pouvait maintenant aller dire au président, ok, écoutez, il faut attendre au moins le mois de mai et écouter effectivement les informations parce qu'il y a quand même des centres spécialisés qui font des analyses assez poussées et qui font des analyses qui ont depuis un certain nombre d'années vraiment qui sont assez pertinentes. Je crois qu'avec l'État, si on a un tel programme de sensibilisation de la population, on va éviter ce genre de choses. Donc déjà, c'est dire que vraiment ils se sont précipités pour s'aimer. La preuve que, en tout cas, l'essentiel de ces semis-là, pour ne pas dire tous les semis-là, sont perdus pour rien. Vraiment, et je crois que c'est des choses dorénavant à éviter, pas simplement en sensibilisant ces paysans. D'après le service de la météorologie nationale, les agriculteurs doivent attendre encore quelques semaines. Les prévisions pluviométriques de la saison de pluie 2016 auront lieu dans la première décade du mois de mai prochain. Un mot de santé, ils sont en vrac dans les marchés et chez les vendeurs ambulants. Les produits sucrés, notamment les bonbons, les biscuits et les chocolats, sont beaucoup consommés, surtout par les enfants. Des produits qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé. Le reportage est signé Ariette Salah. Ces friandises appelées par là les bonbons, les biscuits, les chocolats sont consommés le plus souvent par les enfants. La provenance de ces produits est parfois douteuse, leur qualité aussi. Ces amuse-gueules qui inondent nos différents marchés sont accessibles à tous et à des prix abordables. Pour le défenseur du droit du consommateur Maman Nouri, les autorités doivent minutieusement contrôler la qualité de ces produits avant même leur importation. Ces produits, c'est de tout venant. Et ils ont plusieurs origines. Tantôt, c'est des produits qui ont duré dans des gros magasins. Tantôt, c'est des produits qui arrivent chez nous dans les circuits de produits avariés ou qui sont presque à quelques mois de date de péremption. Alors ces produits, effectivement, ils sont vendus à vil prix aux détaillants qui se prennent partout dans les rues et qui vendent à tout celui qui veut acheter. Il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas contribuer à détériorer la santé de la population nigérienne sans pour autant prendre les dispositions idoines pour assurer cette santé-là. On a un rôle d'investigation. Et l'investigation, c'est aller sur le terrain et au-delà, faire des investigations au laboratoire. La consommation de ces biscuits, bonbons et chocolats par les enfants a des conséquences sur la santé et en plus, ces friandises coupent l'appétit aux enfants qui le consomment abusivement. Le risque peut être de deux ordres. Le premier ordre, c'est le risque physico-chimique. En ce sens, quand vous avez dans la plupart de ces produits-là, vous avez des additifs alimentaires qui sont utilisés. Et ce qu'on remarque, c'est que souvent, certains colorants et certains arômes qui constituent donc ces additifs alimentaires ne sont pas autorisés. Et la consommation de ces produits-là, malheureusement, peut entraîner des troubles. Et parmi les troubles qu'on peut remarquer, surtout chez les enfants, vous avez les troubles digestifs. La deuxième conséquence, c'est comme vous le dites, vous avez des produits qui sont souvent périmés. Le producteur qui fait son produit, donc il met une date de péremption en se disant qu'au-delà de cette date de péremption, j'incline toute responsabilité par rapport à une éventuelle intoxication. La consommation de ces produits-là n'est jamais
une bonne chose lorsque c'est fait avec excès. Avant l'utilisation de ces friandises, il faut toujours vérifier la date de péremption. Aussi, les parents doivent surveiller les enfants pour une consommation modérée de ces produits. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.